avec nos invités Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Soa Klesso, coach en entrepreneuriat et en politique, et Firmin Teko Agbo, qui est chroniqueur politique. Nous allons parler d'abord du Tchad, 61 ans d'indépendance et toujours des problèmes sur le plan politique. Nous allons également parler de la République démocratique du Congo, où 15 soldats français sont allés dans ce pays pour assurer la sécurité au niveau du Nord Kivu. Nous allons également parler de la Guinée-Conakry. L'opposant Abdoulaye Ba, proche de Seloun Dalan Diallo, retourne en prison. Et puis, comme d'usage, on termine par le Togo, érosion côtière, une nouvelle stratégie pour arrêter l'hémorragie. Chers invités, merci de répondre à notre invitation. Coach, vous allez bien? Je vais très bien. Bonsoir et bonjour à tout le monde, surtout aux téléspectateurs de New World, et que ce soit sur le web ou en direct. Moi, je leur dis bonsoir ce matin quand même. Je leur dis quand même bonsoir cet après-midi. Alors Adam, cher confrère, vous allez bien? Oui, ça va, Michel Takwa. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci de répondre à notre invitation. Firmin, ça va? Oui, ça va. Bonjour. En pleine forme. Bonjour, Michel Takwa. Merci de m'avoir invité. Merci également à vous. On commence donc par le Tchad. Une petite histoire. Le 11 août 1960, sur le perron de l'hôtel de ville de Fort-Lamy, François Tombalbaye, Premier ministre, prononce le discours d'indépendance du Tchad aux côtés d'André Moreau, représentant du général de Gaulle et de la France. Dans la cour de l'hôtel de ville, les convives composés essentiellement de l'élite locale, des fonctionnaires, des politiciens, des notables, des commerçants assistent debout au discours quand, soudain, une coupure d'électricité survient. Alors, cette coupure, Adam, est-ce que c'est un signe que le Tchad, depuis 1960, va vivre des moments difficiles sur le plan politique? Permettez-moi, avant même de répondre à cette question, d'avoir une mémoire particulière à tous ces Tchadiens et à toutes ces Tchadiennes-là qui luttent chaque jour que Dieu fait pour vivre dignement. Et c'est ce qui convoque naturellement cette quête à cette liberté tant recherchée, et vous l'avez évoqué depuis les indépendances. C'est vrai que rien ne saurait présager la vie d'une population, d'un peuple à l'avenir 60 ans après, même si cette coupure de l'électricité, certains pouvaient l'analyser d'une manière ou d'une autre avec le fil du temps, puisque nous sommes dans l'ère du temps. Vous l'avez dit, depuis les indépendances jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un pays qui est au centre de toute la controverse. Et je pense que l'acronyme qui laisse présager que ce pays-là est toujours à la quête de cette liberté d'indépendance-là, n'ont pas tort de le dire. Et je pense que les réalités sont en face de nous, et toute l'histoire est là pour le prouver. Et je pense que le Tchad, depuis l'OS, je pense que Idriss Déby même l'avait dit, depuis ça, il n'a jamais eu de vie digne, ni de liberté. Puisque au sortir de cette indépendance-là et après la guerre, il a eu cette responsabilité-là qui malheureusement l'a fauché tout récemment. C'est dire que je pense que c'est toute l'histoire du Tchad, et ça, c'est un éternel recommencement. Et je pense que c'est justement le fait qu'après ces indépendances-là et les différentes crises que le Tchad a connues n'ont pas été bien résolues. Et surtout, il faut aussi convoquer le fait que l'intolérance qui a toujours résidé dans ce pays-là a toujours continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. On l'a vu avec pratiquement tous ces régimes-là qui sont succédés. Et soit Hissène Habré, et jusqu'à sa mort, Idriss Déby n'a jamais voulu qu'il rentre quand même au pays. Or, par contre, les autres pays africains ont connu presque les mêmes, disons, cheminements. Mais compte tenu du fait qu'il y a eu une certaine tolérance, les gens sont quand même donné la main, et sont arrivés à pouvoir donc rapprocher les différentes opinions et à pouvoir donc recommencer de nouveau. Au Togo, je pense que nous sommes un exemple à pouvoir citer dans ce cadre-là. Après le décès du feu général Yadema, vous avez vu le président Faure Gnassingbé qui a usé de toute la diplomatie nécessaire pour rapprocher le parti de l'UFC qui était en son temps le parti là qui créait véritablement de l'insomnie au régime en place. On a vu ce que ça a donné, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous, on peut encore se prévaloir de cette petite proportion de paix que nous avons en comparaison, puisque de toutes les façons, nous, en tant qu'Africains, nous sommes
en droit de pouvoir demander que la paix règne partout en Afrique, mais à partir du moment qu'il y a des personnes qui sont toujours restées en quête de cette paix-là, il va de soi quand même que nous pouvons être interpellés. C'est en ce sens que je dis que nous pouvons plus ou moins se réclamer d'une portion de paix pour le moment dans nos pays. Mais il va de soi que je pense que avec, disons, ce dynamisme entre les États et que les autres pays qui arrivent véritablement à pouvoir faire usage de cette diplomatie-là puissent donc relever le niveau, faire en sorte que l'histoire, c'est-à-dire le peuple tchadien même, soit mis en avant de son histoire et que les gens savent véritablement d'où ils viennent et reconnaissent en réalité les problèmes que vit ce pays-là pour pouvoir donc se donner la main et recommencer de nouveau. On va peut-être parler des problèmes, mais coach, on a vu la longue marche vers l'indépendance a été maillée par deux grandes guerres, celle de 1914 à 1918, celle également de 1939 à 1945. Finalement, il y a eu également des séquelles de cette guerre sur l'après-indépendance. D'accord. Je ne dirais pas ainsi. Parce que quand vous voyez la guerre de 1918 n'a pas tellement impacté les Africains comme ça, sauf que ça leur a révélé que le blanc aussi a un point faible. Donc plutôt, c'est ça même qui a constitué aux formations des mouvements panafricains, tout ça là. Mais celle de 1939, je suppose que ça peut avoir des incidents parce que c'est ça même qui a causé ou plutôt qui a entraîné la décolonisation, puisque nos tirailleurs ont constaté que le blanc n'est pas un dieu et que nous aussi nous pouvons être libres. Eux aussi, on les a martyrisés. Sauf que dans cette quête vers l'indépendance, je ne dirais pas que ça a été fait violemment ou ça a été fait par, comment dire, des heures entre les colons et les colonisés. Mais je me rappelle que nos premiers intellectuels avaient voulu en finir d'une manière totale et définitive avec les colons. Peut-être que ça a poussé les colons à trouver une stratégie où je vais parler d'espionnage ou comment essayer d'éliminer plutôt ces leaders, ces premiers leaders africains. Mais du cas de, comment dire, du Tchad... Qu'est-ce qui peut amener cette instabilité politique? Vous voyez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en 1940, sous le gouverneur Félix Eboué, je pense si j'ai bon mémoire, le Tchad était le premier territoire d'outre-mer à se rattacher à la France libre ou à prêter serment par rapport à la France, même s'ils ne sont pas totalement indépendants. Et aussi, quand vous parlez de coupure d'électricité, ça peut s'expliquer sur le plan spirituel et sur le plan spirito-charnel. Et des fois, ça peut aussi dire qu'on a coupé le lien de la colonisation et c'est pourquoi la lumière est éteinte et qu'on veut renouer avec une nouvelle dynamique ou la lueur de l'indépendance. Mais ça peut aussi dire que c'est le caractère sombre ou la vie sombre dans laquelle va se plonger le Tchad qui a été annoncé. Parce que quand vous vérifiez, le premier président a été assassiné après la guerre civile de 1965. Le premier président est tué en 1979, si j'ai bonne mémoire. Par la suite, il y a eu Issa Nabré aussi qui a été chassé par Idriss Déby. Et dernièrement, on vient d'apprendre que Idriss Déby aussi a été tué en allant au front. Donc, ce pays qui a découvert en 2015 ou de 2003 jusqu'à 2015 qu'on a constaté qu'elle a également du pétrole, plutôt qu'il a du pétrole sur son sol, a eu tellement de problèmes parce que quand vous analysez, il y a eu 3 guerres civiles de 65, il y a eu de 1979 à 82 et il y a eu de 2010 à 2015. Donc, plus la guerre de Darfour et de Libye qui ont essayé même d'essayer de partager ce pays. Maintenant, comme madame le disait aussi, il y a sa position géostratégique aussi qui lui crée problème. Parce qu'elle a comme pays frontalier au moins 6 pays, je crois. Donc, tout ça là fait que la stabilité n'est pas d'emblée dans ce pays. Mais moi, je pense que c'est le manque de volonté politique des leaders, comme madame le dit aussi. Idriss Déby aurait pu pardonner Issa Nabré et autour d'une table, il devait continuer. Et n'oublions pas qu'il a été le bras droit de Issa Nabré bien longtemps dans ce genre de choses. Donc, mais bon, je viens d'apprendre aussi que c'est parce que Issa Nabré a tué son cousin, ses 2 cousins au pays. Bon, comme madame le dit, il y a la rancune, on n'arrive pas à pardonner pour
aller de l'avant. C'est pour dire que tant qu'il y a des intérêts des multinationales aussi dans ce pays, je parle de son pétrole actuellement et de son sol, et aussi qu'avec cette guerre tribale, le fait que ce soit mon ethnie ou notre ethnie qui doit être devant, donc ce sont des choses-là qui minent seulement, pas seulement le Tchad, mais tous les pays africains. Donc il faudrait aussi qu'on réfléchisse à vouloir au moins demander pardon national dans toute l'Afrique pour que ces instabilités n'existent plus. Mais Firmin Tekou Agbo, même question à vous. Qu'est-ce qui peut expliquer l'instabilité politique là au Tchad depuis belle lurette? Non, il faut retenir juste une seule chose. C'est que les Tchadiens ont voulu de l'indépendance, mais ceux-là qui devraient la leur accorder n'en ont pas voulu. C'est-à-dire, le colon ne voulait pas d'un Tchad libre, il voulait faire du Tchad un territoire d'outre-mer, comme la Martinique, la Mayotte et d'autres territoires aujourd'hui. Mais les Tchadiens, tout comme les Togolais, les Guinéens, ils se sont dit non, il est temps que nous soyons libres. Mais à l'époque, ce qu'il ne fallait pas donner raison aux progressistes, c'est-à-dire ceux-là qui ne voulaient pas d'une indépendance immédiate. Parce que après 61 ans, on peut s'apercevoir que ces progressistes avaient raison. Parce que ceux-là qui ont eu l'indépendance à l'époque n'étaient pas prêts. N'étaient pas prêts en termes de vision, ils n'étaient pas prêts en termes de développement, ils n'étaient pas prêts en termes d'idéologie. Nous parlons par exemple vision et développement 61 ans après. Si vous allez à N'Djamena, la capitale tchadienne, je n'y ai jamais été, mais ceux-là qui ont toujours été ceux qui ont fait N'Djamena vous diront que Lomé c'est une très belle ville. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Vous imaginez, et 61 ans plus tôt, ils réclamaient, ils demandaient l'indépendance. Donc ça veut dire qu'en 61 ans, ils n'ont pas pu construire le pays parce qu'ils n'avaient pas de vision. Ceux-là qui ont eu l'indépendance n'avaient pas de vision. Montrez-moi la vision de Tombaba, qui était le Premier ministre et qui a proclamé l'indépendance. En termes de développement, combien d'hôpitaux voulait-il construire à l'époque? Combien d'écoles voulait-il construire à l'époque? Combien d'intellectuels avait-il à l'époque? Moi, je me rappelle qu'on disait qu'en 1960, lorsque le Congo belge devrait accéder à l'indépendance, et le Congo n'avait que 25 intellectuels. Le Tchad en avait combien à l'époque? On ne saurait le dire. En termes d'idéologie, je pense que c'est un nouveau système qui a été imposé aux Africains à l'époque, c'est-à-dire les Africains, c'est comme, vous m'excusez l'expression sauvage, c'est-à-dire on était dans notre monde, on vivait de la chasse et de la cueillette. Il y a des gens qui sont venus. J'aurais bien préféré qu'il soit un monde brut que qu'il soit sauvage. Non, c'est trop comme il le dit. Non, moi je dis excusez-moi l'expression sauvage. Non, c'est comme ça le blanc. Oui. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc les gens sont venus avec un nouveau système qu'on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire en termes d'idéologie, on ne maîtrisait pratiquement rien. Donc les blancs sont venus nous dire c'est ça un président, c'est comme ça, celui-là on appelle Premier ministre, un gouvernement c'est comme ça, c'est tel type de régime qu'il faut avoir. Ça on appelle ça dictature, on appelle ça démocratie. On ne comprenait pratiquement rien et on était nullement prêt pour. Donc les blancs sont partis. Ce Tombaba qui a pris le pouvoir, il n'a pu rien faire parce qu'il ne comprenait pas, il ne savait pas le cadre dans lequel il fallait inscrire le pays. Là, quand vous demandez aussi quelle a été la vision de Hissène Habré qui est aujourd'hui à Dakar, quelle a été sa vision? On a vu ce qu'il a fait. Il n'a été qu'un pur dictateur qui a dirigé le pays avec une main de fer, qui a tué et après qui a fui le pays. Montrez-moi quelle a été la vision du maréchal Déby, celui-là qui est devenu maréchal en 2019 ou en 2020. Et qui a déposé Hissène Habré. Montrez-moi sa vision aujourd'hui. Quand vous voyez le pays, vous voyez que les Africains en 1960... Peut-être qu'on va voir la vision de Mahamat, le nouveau président. Ça serait difficile. ça serait difficile. C'est loin, cet argumentaire, loin de me convaincre. Mais je dirais simplement que les Africains n'étaient pas prêts. C'est pour cela que moi, je ne suis pas anti-indépendantiste, mais c'est-à-dire il fallait laisser assez de temps aux Africains afin qu'ils s'imprègnent des nouvelles réalités qui nous avaient été imposées à l'époque. Parce que si vous voyez un peu le Togo, si vous voyez un peu tous les autres pays, la Guinée, vous voyez simplement que les Africains n'étaient pas prêts, ils étaient pressés pour rien. Moi, je disais à quelqu'un, je faisais une formation tout à l'heure sur la géopolitique, je leur disais qu'en réalité, si vous
si vous voyez un peu ce qui se passe au Rwanda et vous dites que Paul Kagame, c'est un président rêveur qui a une certaine ambition pour son pays, moi je dis non. C'est parce qu'il y a des puissances occidentales derrière et ce sont ces puissances qui l'aident à construire son pays. Vous imaginez, il est venu au pouvoir en 20 ans et vous voyez ce qu'il a pu réaliser. Il a réalisé grâce à certaines puissances. Parce que quand on voit, lui, il fait 20 ans au pouvoir et ceux-là qui sont déjà, qui se sont suicidés pendant 60 années, ils n'ont pu rien faire. Même s'il y a absence de beaucoup de choses sur le plan démocratique, la liberté d'expression et autres. Oui, parce qu'on ne sait pas, on ne savait pas comment, dans quelle société nous mouler. Les Africains se cherchaient, ils n'avaient pas de repères. Donc celui-là qui arrive au pouvoir, qui dit non aux Blancs, mais il vient, il emprisonne ses frères. Vous avez l'exemple de Sékou Touré, vous avez même l'exemple de Sylvanus Olympio, le président togolais, qui a été assassiné aussi. Il avait peut-être une certaine vision, mais il manquait de tact, de sagesse et de sagesse diplomatique, si on pouvait le dire à l'époque. Allez, on va marquer la pause comme d'habitude et on revient après pour la suite.